société. Les émirs et l'élite politique d'Al-Andalus ne se sentaient menacés ni par la minorité chrétienne, ni par la minorité juive. Ils en étaient d'autant plus conciliants. Le dynamisme d'Al-Andalus attire. Cet ancien et modeste avant-poste de l'Empire islamique en Occident devient un centre de commerce animé. Des bateaux vikings de la mer du Nord, tout comme des commerçants de Bagdad, la nouvelle capitale de l'islam, apportent une multitude de produits nouveaux à Cordoue et encouragent de nouveaux habitants à s'y installer. L'un d'eux s'appelle Ziryab. Il a quitté la ville cosmopolite de Bagdad pour le pays lointain d'Al-Andalus. Le public de Cordoue réserve un accueil chaleureux à ce musicien célèbre dans sa patrie. On dit que Ziryab a fondé le premier conservatoire de musique. Des chroniqueurs rapportent qu'il jouait du oud, le luth arabe, en utilisant un bec d'aigle pour pincer les cordes. Il a introduit les derniers modes de l'Orient à Cordoue. Pas seulement un nouveau style musical, mais une façon de se comporter. Il a été en quelque sorte le lanceur de nombreuses tendances. Il a révolutionné la cuisine, les coiffures, les manières de l'aristocratie. La classe dirigeante d'Al-Andalus n'attendait que ça. Jusque-là, ses membres étaient considérés comme les rustres du monde islamique qui vivaient quelque part en Occident, loin du centre du pouvoir et de l'érudition musulmane. Ziryab est un symbole du raffinement de la vie à une époque d'importantes découvertes scientifiques et technologiques. Cordoue devient une capitale cosmopolite et prospère. Mais tout à Al-Andalus ne vit pas au rythme de cette prospère harmonie. Al-Andalus, l'Espagne islamique, a offert de brillants exemples d'échanges féconds et de créativité. Mais elle a connu aussi des conflits violents et même sordides. Ce serait une erreur de se concentrer uniquement sur l'un de ces deux aspects. Au nord, à des kilomètres de l'autorité centrale de Cordoue, dans la région frontalière de Saragosse, la paix entre les communautés est bien plus fragile. Là-bas, de nombreux Wisigoths chrétiens se sont convertis à l'islam, afin de gravir les échelons de la société musulmane. Ils découvrent à présent que malgré leur conversion, ils n'ont pas le traitement qu'ils attendaient. Ces convertis s'agaçaient surtout du fait que les chrétiens, qui étaient restés chrétiens, avaient conservé privilèges et protections. Les convertis wisigoths pensaient qu'ils auraient dû jouir de tous les privilèges qui revenaient de droit aux membres de l'élite. Les autorités de Cordoue doivent mettre sur pied une armée quand les convertis se révoltent dans le nord. Derrière l'harmonie et tant de foisonnement culturel, se cachaient de grandes tensions et dans la population et au niveau politique. Il en est résulté plusieurs guerres civiles pendant tout le IXe siècle. Ces guerres divisent les communautés d'Al-Andalus et menacent le fragile équilibre entre tolérance et violence. Vers 900, le royaume islamique est bien enraciné dans la péninsule. Pourtant, la dynastie du prince Abdelrahman n'a pas encore réussi à unifier dans la paix les différents peuples d'Al-Andalus. Ce n'est qu'en 912 que son neveu, Abdelrahman III, a raison des troubles. S'ouvre alors une ère de paix et de prospérité pour toutes les communautés. Il a combiné brillamment fermeté et conciliation. D'une main de fer, il a réussi à mettre sur pied un programme que toutes les classes de la société ont accepté.
Sous son règne, la péninsule islamique vit sa période la plus glorieuse. Abd al-Rahman III mate les forces rivales dans le pays, mais aussi à l'étranger. Au Xe siècle, le monde islamique est en effet composé de califats rivaux entre Orient et Afrique du Nord. C'est dans ce contexte qu'en 929, Abd al-Rahman III s'affranchit de l'autorité politique et religieuse de Bagdad et déclare Al-Andalus royaume indépendant. Cordoue devient la capitale de son califat. Lui-même se proclame calife et successeur légitime du prophète Mahomet. Abd al-Rahman III a été le premier calife à déclarer ouvertement qu'il était la seule autorité légitime dans tout le monde islamique. Cela démontre la grande confiance qui régnait alors en Al-Andalus. C'est précisément cette ambition proclamée qui l'a conduit à consacrer des fortunes à un monumental programme de construction et de développement des infrastructures, ouvrant ainsi la voie à une ère d'expansion économique prodigieuse. Ce palais grandiose, Madinat al-Zahra, est un vrai paradis pour le calife et ses nombreux visiteurs. On n'a jamais l'impression de passer de l'extérieur à l'intérieur du palais. Toutes les pièces s'ouvrent sur des jardins. C'est conçu de telle sorte que lorsqu'on est dans un espace, on est en permanence conscient de l'espace d'à côté. Le palais des fils des Omeyyades était exquis à tous égards. Quant à leur califat, il l'était plus encore. Madinat al-Zahra arborait fièrement ses splendides navires. Les pièces du palais sont décorées d'œuvres précieuses, offertes au calife par des ambassadeurs du monde entier. Quand des chrétiens visitaient des palais islamiques, comme celui de Madinat al-Zahra, ils étaient subjugués. Leurs propres châteaux étaient froids et sombres, et sans eau courante. À Madinat al-Zahra, ils étaient accueillis dans un jardin ensoleillé où il faisait chaud alors que les pièces gardaient une agréable fraîcheur. De l'eau coulait des fontaines et des bassins, les rossignols chantaient dans les arbres, on se parfumait, l'air embaumait. Lorsque le calife recevait des ambassadeurs dans son palais près de Cordoue, on leur servait des sorbets préparés avec de la glace apportée des montagnes de la Sierra Nevada. C'était un luxe inouï. Abd al-Rahman III n'accueille pas seulement des ambassadeurs de puissances étrangères. Il envoie lui-même dans le monde entier des émissaires, parmi lesquels des chrétiens et des juifs. La cour d'Abd al-Rahman III reflétait à plus d'un titre la diversité si caractéristique d'Al-Andalus à l'époque. En 955, il envoie son secrétaire, l'évêque Recemund, en mission diplomatique à la cour de l'empereur germanique. Étant chrétien, Recemund établit rapidement des liens avec Othon Ier. Il règle un conflit potentiellement explosif et négocie un traité entre Al-Andalus et l'Empire germanique. Le fait d'envoyer un ecclésiastique chrétien au lieu d'un musulman comme émissaire en Allemagne s'est avéré très utile. Dans les salles froides du château, l'empereur et sa cour écoutent, admiratifs, Recemund décrivant le luxe et l'opulence de l'empire d'Abd al-Rahman III. Même les plus petites villes musulmanes disposaient de bains publics avec de l'eau chaude où l'on pouvait se détendre après une dure journée de travail. Les rues étaient éclairées. Un poète chante la beauté d'un chemin entre Madinat al-Zahra et Cordoue. Dans l'obscurité, écrit-il, il ressemblait à un collier de perles. Il faut imaginer ce spectacle. La nuit, du haut des remparts de la ville, on pouvait voir une chaîne de lumière qui menait au palais. Une ville bien éclairée et pour nous une ville moderne. Elle existait pourtant dès le Xe siècle.
Le savant et poète juif Hasdai ibn Shaprut appartient également à l'entourage du calife. Il est aussi l'un de ses